Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé en collaboration avec l'Express Franchise. Je suis Sybille Boubé de Gramont, chargée grand compte et partenariat chez Zelti. Zelti qui propose une solution de caisse à destination des chaînes de restauration, la caisse la plus intégrée du marché. J'en profite pour faire un petit aparté, étant donné qu'on va parler de financement. Zelti, en 10 ans d'activité, n'a jamais levé de fonds ou eu recours à des solutions de financement. Je trouvais ça intéressant de le mentionner. Aujourd'hui, nous allons donc discuter de financement des activités en restauration. C'est pas un secret. Ouvrir un restaurant, développer un réseau, se lancer à l'international, l'ensemble de ces projets complexes donc nécessitent des fonds. Et ce besoin intervient dans un contexte tendu. En effet, la restauration a connu plusieurs épisodes traumatiques pour l'exercice ces dernières années. Et que ce soit donc la pénurie de main-d'œuvre, la crise sanitaire, l'inflation des prix des matières premières ou de l'énergie. Et ce contexte économique et la volonté d'aller de l'avant mène les gérants de restaurants et de chaînes à réfléchir à des stratégies de financement, soit justement pour financer un déficit de BFR ou pour l'exercice de leur activité, pour lancer des projets de taille à la hauteur de leurs aspirations. Donc, l'idée, c'est surtout pas de vous faire un cours magistral sur le financement ou vous assommer de termes techniques, c'est plutôt de parler d'expérience, donc de l'expérience d'Amaury Dumont, fondateur du réseau Mikuna, et de Louis Frac, fondateur de BioBurger. Amaury Dumont, je vais te laisser en premier la parole. Tu as levé en novembre dernier 1 million d'euros. Mais d'abord, j'aimerais que tu reviennes sur ton parcours, sur la fondation de Mikuna et les modes de financement utilisés à cette époque. Merci Sybille. Salut à tous. Je suis très content de participer à ce live. J'ai essayé d'apporter, avec ma modeste expérience quand même dans la restauration, tous les petits tips et toute l'histoire qu'on a vécue avec Thomas, qui est mon associé sur Mikuna. On a ouvert notre premier restaurant un petit peu avant le Covid, en 2019, rue de Miromesnil à Paris. On est parti d'un principe assez simple, c'est nous on adorait le ceviche. Donc qui est péruvien. On voyait que c'était principalement gastronomie qui est représentée le soir dans les restaurants, et on s'est dit que ce serait cool de monter un concept de restauration rapide autour du ceviche, parce que la gastronomie péruvienne à Paris était encore un peu naissante et que pas grand monde avait tâté le terrain. Donc on a démarré avec un concept de bar à ceviche dans un petit restaurant 30 mètres carrés rue de Miromesnil. Pour le coup en location-gérance, donc avec très très peu de financement, parce qu'on n'a pas racheté de fonds de commerce. On avait un loyer assez bas à l'époque, et avec nos économies perso, pour te dire simplement, ça nous a coûté 40 000 euros de faire un peu de travaux, 1 000 euros du mètre, et on a ouvert pour tester notre concept. Ça s'est plutôt très bien passé au début, puisqu'on a ouvert en mars 2019. À la fin de l'été, on vendait plein de ceviche parce qu'il faisait chaud. L'hiver, un peu plus compliqué, et on s'est dit qu'il fallait trouver un autre format, c'est-à-dire qu'on était peut-être trop inclusif à faire que du péruvien, donc que un bar à ceviche. Et on s'est dit que ce serait cool de trouver d'autres verticales. Et donc, on a fait ceviche, burritos, empanadas. Ça a été même pendant le Covid, donc 2019-2020, avec ce triptyque, donc cantine sud-américaine. Et puis, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais on a pas mal pivoté notre concept parce qu'en fait, on s'est rendu compte, comme tu le disais, hein, que les clients le midi sont beaucoup en télétravail le lundi et le vendredi. Et donc, on a reformaté notre concept sur un format beaucoup plus fast casual, beaucoup plus hybride, à faire 50% de notre activité aujourd'hui le midi, 50% le soir, et en ouvrant des plus grosses unités, des plus gros restaurants. Voilà, aujourd'hui on a 4 restaurants propres, donc un restaurant de rue Miromesnil qui est très street food, un restaurant rue de Montmartre dans le Sentier. On a ouvert en haut du BHV Marais une terrasse rooftop à l'ancien emplacement du perchoir qui s'appelle Terrazza Mikuna, et on ouvre Poissonnière d'ici 3 semaines, et on exploite pour toute une partie de notre activité, une partie plutôt événementielle avec un groupe de restauration qui est assez connu qui s'appelle Paris Society, où on exploite sur les quais de Seine, au format street food, des lieux comme le Grand Bleu, le Flow pour Alexandre III et Solum qui sont pour Alexandre III. Donc ce qui fait 4 restaurants l'hiver et 8 restaurants l'été, avec un peu plus d'activité. Super, félicitations pour ce développement et merci pour cette intro. Louis Frac, peut-être que tu prends la suite sur le même modèle, donc ton parcours, le développement de Burger, les financements au début. Pas de problème. Pas de problème. Donc moi, Louis Frac, cofondateur de BioBurger avec Anthony Daré, on a monté ça en 2011, donc il y a maintenant 13 ans. Donc BioBurger, c'est de la restauration rapide. On a une offre de burger et de frites, mais 100% bio.
C'est notre particularité, et aussi accessible. Ça a toujours été le cas, et on sent qu'aujourd'hui, c'est particulièrement important. On a toujours eu une offre, on va dire, qui s'inscrivait dans cette nouvelle mouvance de burger gourmet, mais avec une offre qui a toujours été, des prix qui ont toujours été ultra compétitifs. Et donc la genèse en fait de la base du truc, c'est qu'on a ouvert BioBurger au tout début, même légèrement avant la vague du burger gourmet, avec le même constat qu'on fait pas mal d'enseignes. C'est qu'à l'époque, il n'existait que les burgers McDo et compagnie, avec une qualité qui était relativement douteuse et déceptive. Et donc, on a voulu juste redonner les lettres de noblesse aux burgers. Donc, nous, on a cette particularité d'avoir voulu faire du bio. Et l'idée aujourd'hui, en fait, depuis pas mal d'années, c'est grâce à ce produit ultra populaire, c'est un petit peu changer l'image de la bio et faire avancer en fait la consommation bio en France. En proposant des solutions pour bien se régaler à des prix abordables, etc., mais 100% bio. Donc BioBurger, aujourd'hui, on a 27, aujourd'hui même d'ailleurs, on ouvre notre 27e restaurant aujourd'hui à Orléans, là, ce midi, au bout de 13 ans. Nous, on a commencé en 2011. Alors, on a ouvert un resto, donc notre premier financement, ça a été vraiment du love money. C'est-à-dire que moi, j'avais un petit peu de côté, j'avais la chance d'avoir 30 000 euros. Les banques nous ont pas prêté, on va dire, on n'a pas fait de prêt bancaire sur le premier parce qu'elles ne voulaient pas nous prêter de l'argent. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on allait chercher de la dette, mais en perso, auprès de nos amis. On allait pitcher nos amis, on n'avait rien à vendre, mais on avait ce petit concept. Et on a récupéré, je me rappelle, 150 000 euros auprès de nos amis. Et on a complété ça avec des prêts étudiants. À l'époque, donc on a fait des prêts étudiants. On a eu la chance d'avoir nos parents qui sont portés caution. Mais Anthony et moi, on fait chacun un prêt étudiant de 30 000 euros. Donc voilà, 150 plus 60 plus 30, c'est ce qui nous a permis d'ouvrir le premier restaurant qu'on a fait un peu nous-mêmes avec les moyens du bord, passage de Choiseul. Ok, super intéressant. Et le pitch de vos amis, vous l'avez fait via un crowdfunding ou pas du tout? Ça a été via une plateforme de crowdfunding? Non, là c'était le pitch, c'était quand je vous dis, c'est vraiment meilleur pote, comment dire, frère et sœur, papa, maman, cousin, etc. Et en fait, on leur a expliqué ce qu'on faisait, et on a réussi à convaincre. En fait, alors c'était 5 000 euros par-ci, 15 000 euros par-là, mais c'est vrai qu'ils ont mis des sous. Et en fait, on leur a aussi, je me rappelle, fait proposer un taux d'intérêt évolutif en fonction des performances du premier restaurant. Donc attention, ça coûte très très cher de faire des prêts en perso, puisque cet argent en perso, ensuite, on l'a mis en compte courant, on a dû le retirer, etc. Et donc, en fait, in fine, ça coûte cher, mais ça permet de ne pas se diluer d'entrée de jeu, quoi. Donc, nous, on ne s'est pas dilué d'entrée de jeu, où là, c'est compliqué de valoriser quelque chose qui n'existe pas encore. Donc, c'est aussi quand même une bonne solution pour se financer au départ. Ouais. Ok, super intéressant. Je pense que s'il y a des gens qui se lancent en restauration et qui nous écoutent, c'est toujours bon à prendre comme retour. Je pense que maintenant, on peut revenir sur ces dernières levées de fonds que vous avez fait en novembre dernier. Donc, que ce soit Amaury ou Louis. Donc, Amaury, tu as levé 1 million en novembre dernier. Louis, tu es à 3,5 millions. Peut-être, Amaury, tu peux introduire en nous donnant l'objectif de cette levée de fonds. Pour quel projet tu souhaitais lever des fonds? Est-ce que il y avait une volonté de combler un déficit de BFR ou c'était vraiment pour financer de nouveaux projets? Tu peux nous en dire plus? Ouais, carrément. Donc, je te refais la story. On ouvre le petit restaurant de rue Miroménil qui fait 40 mètres carrés. Focus restauration rapide, 20 000 euros Thomas, 20 000 euros moi. Donc, avec 40 000 euros, on arrive à financer des travaux. Ça marche plutôt bien. On décide d'ouvrir un deuxième restaurant, rue Montmartre, qui là, pour le coup, nécessite du financement. Et donc, on va voir la banque historique avec laquelle on travaillait, qui était proche de rue Miroménil, qui était la BNP, en leur disant, on a ouvert un restaurant, ça fonctionne plutôt bien, on n'a pas de dette bancaire, on n'a pas fait d'emprunt, on a financé en perso, on y croit à fond. Regardez, on n'est pas allé voir une banque au début. On leur a pas dit, bien évidemment, qu'ils ne pouvaient pas forcément y croire au début. Donc, on a dit, on l'a financé nous-mêmes. Et du coup, on a pris un crédit d'un petit peu moins de 200 000 euros pour financer ce deuxième resto. Et en fait, 2021, on était quand même post-Covid, mais c'était quand même encore dur. Donc, on a brûlé un peu de cash, c'est-à-dire que tous les mois, on n'était pas forcément rentable sur le début de l'activité, d'autant plus que rue Montmartre, on avait un loyer qui était important. Il fallait que la mayonnaise
puisse prendre un petit peu. Et du coup, en parallèle de ça, je te fais quand même le topo où on avait pris un tout petit peu de PGE sur le restaurant de Miroménil pour avoir un peu de cash. On n'en a pas trop pris, contrairement à beaucoup. Tu peux le... Ouais, Pardon, très PGE, garanti par l'État pendant le Covid. En fait, l'État a financé les pertes des restaurants et nous a tous énormément aidés. Et on est dans un pays, pour le coup, qui est là formidable parce que quand tu te balades dans d'autres pays, beaucoup d'entreprises n'ont pas été aidées et ont mis la clé sous la porte. Le problème s'est un peu déplacé parce qu'il y en a beaucoup qui ont gardé ce cash du PGE pour faire des travaux ou même pour le brûler sur d'autres choses et aujourd'hui se retrouvent dans des complications et c'est ce qu'on est en train de voir. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui se mettent sous protection du tribunal de commerce, en redressement judiciaire, etc. parce qu'ils avaient utilisé du cash pour faire autre chose. Nous, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, en 2019, on avait fait très peu de chiffre d'affaires. Et donc, quand on est tombé dans le Covid, on avait dû faire 200 000 € de chiffre d'affaires. Donc, on a pris un tout petit prêt garanti par l'État qu'on a remboursé au final assez rapidement. Ça, c'était sur le premier resto. Et donc effectivement, la partie bancaire ou sur le deuxième restaurant, il a fallu qu'on fasse appel à la banque. On est arrivé à ce moment-là au stade maximal de ce qu'on pouvait essayer d'avoir avec une banque. C'est-à-dire, on a un resto qui fonctionne bien, ok, mais il n'y a pas trop de track record, il y a eu le Covid, c'est un peu compliqué, quand même, mine de rien. On dégage un EBITDA qui est correct, mais qui n'est pas non plus waouh, parce que la surface est petite, donc on est quand même limité par la capacité. Et le restaurant de rue Montmartre qui vient d'ouvrir fin d'année 2021. Et donc, très vite, je me suis tourné, puisque dans ma précédente expérience dans la boîte dans laquelle j'étais associé, qui s'appelait Save, on avait levé de l'argent auprès de fonds d'investissement, mais qui était plutôt en fait tech, retail tech. Je me suis dit, il fallait trouver une solution pour avoir du financement. Et la partie bancaire, on avait de bonnes relations avec la banque, mais je me suis dit, on arrive au maximum de ce qu'on peut. En réalité, les banques sont hyper hostiles à financer de la restauration, même en forte croissance, etc. Donc, du coup, je me suis dit, je vais aller commencer à préparer un pitch deck. Pour faire simple, une petite présentation en quelques slides avec ce qu'on a réussi à bâtir, notre histoire, quelques données financières et quelle est la projection de ce qu'on veut faire avec notre marque. Et on est allé voir un fonds d'investissement qui s'appelle French Food Capital, qui est un fonds assez connu dans la restauration. Et malheureusement, en ayant pitché une personne qui s'appelle Laurent Plantier, qui est patron du fonds, qui nous avait été introduit, il a considéré que la taille de notre activité était un peu petite, puisque nos restaurants ne faisaient pas assez de chiffre d'affaires. On avait des restaurants qui faisaient entre 400 et 500 000 €, et donc du coup, eux investissaient dans des potentiels de restaurants qui étaient supérieurs à 1 million d'euros. Donc, on a essayé de trouver d'autres solutions. J'avais des amis, bien évidemment, restaurateurs. On a co-géré, partagé une pipeline, donc un Excel pour faire simple, d'investisseurs qui étaient dans la food. Il y avait Tigran Sedou de Big Mama, Victor Luger, il y avait des gens qui ont bossé chez McDo, etc. Et donc, j'ai commencé à envoyer une petite présentation à tout le monde en leur disant « Hello les gars, voilà, je suis Amaury, si vous êtes dispo pour un call, je serais ravi de discuter avec vous. Au fait, voilà, on lève des fonds. Si vous avez la possibilité de nous accompagner, ça peut être pas mal. » Puisqu'en fait, on avait un ami qui avait commencé à lever auprès de business angels, donc en fait qui sont des personnes qui peuvent investir dans des startups, dans des boîtes. Et nous, on était très focus pipe restauration. Et donc c'est comme ça qu'on s'est tourné naturellement vers eux. Et le process a été long parce qu'en fait, c'est assez défocus de ce que tu fais dans l'opérationnel, mais t'as pas le choix parce que si tu veux du cash pour pouvoir financer d'autres restaurants, et nous, à ce moment-là, on s'est dit, il faut qu'on se mette un poil à l'aise, d'autant plus qu'on faisait beaucoup de chiffre d'affaires l'été, moins l'hiver. Et donc, on s'est dit, il faut absolument qu'on aille trouver cette solution. Et donc, on a pitché, probablement, j'ai pitché, c'est moi qui ai l'idée le tour, mais 50, 60, 80 business angels. Et au final, pour en avoir que 11, sachant que tu prends bien évidemment des portes tout le temps et que tu dois t'interroger et tu dois te dire c'est pas grave, il faut continuer. Donc là, pour le coup, il faut être hyper résilient pour ça, mais en tout cas, nous aujourd'hui, pour l'expérience qu'on en a, et on reviendra peut-être sur le sujet après, aujourd'hui ça se passe bien et il y a beaucoup de bienveillance, contrairement à des fonds où, alors pour rentrer un peu dans la technique, mais les pactes d'associés, c'est-à-dire ce que tu signes quand des fonds rentrent, sont jamais trop favorables aux fondateurs. Et tu peux vite te retrouver dans une situation délicate si ça ne se passe pas bien. Et donc, nous, l'idée, c'est de faire quelque chose de ultra bienveillant pour qu'on puisse poursuivre notre développement. Voilà.
Ok, super. Donc, c'était vraiment dans une perspective de développement. Le chemin était long, mais tu es arrivé à Un peu bout de en cash à aller chercher, Ouais. parce que période quand même Mm. qui était compliquée post-Covid, et surtout avoir du cash pour financer la suite et le développement de ce qu'on avait prévu, Ok, super intéressant. On reviendra sur le après levée de fonds et même ce travail vers la levée de fonds. Peut-être, Louis, tu peux nous parler également de l'objectif et Ouais. du chemin vers cette dernière levée de fonds. Ouais, je vais faire comme Amaury, je vais reprendre un peu la story. Effectivement, pour moi, dans un réseau de restaurants, donc il y a un peu deux grands cas, enfin, deux grands besoins. Il y a ouvrir des restaurants en propre. Donc nous, on a 10 restaurants en propre, donc c'est sûr que c'est capitalistique. Et là, le modèle classique pour ouvrir un restaurant en propre, c'est entre 15 et 30 ou parfois 40% d'apport en fonds propres et le reste avec de la dette bancaire. Alors, en fonction du Mm. concept, du background, du marché, des tendances, la banque va demander plus ou moins d'apport. Mais nous, voilà, en moyenne, on a financé avec 20% d'apport nos restaurants. Donc, du coup, ça veut dire que pour lever cette dette bancaire, donc déjà, comme dit Amaury, il faut avoir un petit track record parce que les banques, effectivement, sont relativement. Les banques ne prennent pas des risques, n'est-ce pas? Surtout dans la restauration. Donc, il faut arriver avec patte blanche, track record, plus, et il faut montrer qu'on se mouille. Donc, c'est 20 à 40% d'apport. Et donc, ces 20 à 40% d'apport, il faut les financer. La deuxième chose, le deuxième besoin, c'est quand on souhaite développer un réseau, il arrive à un moment donné où on a besoin de financer ce qu'on appelle une tête de réseau, c'est-à-dire quelque chose qui sort de l'opérationnel restaurant. Ça va être une équipe qui va s'occuper du produit, du marketing, de la communication, des finances, des achats et autres. Et en fait, cette équipe, en théorie, elle est censée être payée par les bidas que génèrent les restaurants. Sauf qu'au démarrage, si on veut aller un peu plus vite ou développer quelque chose avec un peu d'ambition, en théorie, ta tête de réseau, elle est trop lourde pour être financée par tes restaurants. En tout cas, nous, c'est un peu la stratégie qu'on avait. Et donc, pour financer cette tête de réseau, en fait, c'est du développement, comme n'importe quelle boîte, n'importe quelle startup qui se crée. Et donc, ce cash burn, il faut arriver à le financer. Et ça, les banques, au démarrage, quand tu as une boîte qui est donc pas rentable au global, en consolidé, tu as des restaurants rentables, mais la globalité n'est pas rentable. Dans cette activité-là capitalistique, les banques ne prêtent pas pour le développement au démarrage. Donc là, on a besoin d'aller chercher des fonds à la fois pour financer les fonds propres et lever de la dette en restaurant, et à la fois potentiellement, au bout d'un moment, pour financer sa tête de réseau. Donc nous, si je reprends mon histoire, quand on a ouvert ce premier restaurant, qui a tout de suite généré de l'argent, puisque nous, on se payait très peu avec mon associé et qu'on était au four et au moulin. Et pour ouvrir le deuxième, on a réussi à apporter un petit peu de l'argent qu'on avait généré avec le premier. Et puis, on a fait une levée de fonds auprès, pareil, nos amis de la famille, mais là, ils sont rentrés au capital. Donc, on a levé 130 000 euros en valorisant la boîte. Je me rappelle, on a valorisé 1 million, 1,5 million, je ne sais plus. Et on a ouvert le deuxième restaurant, Victoire, avec une dette bancaire. Donc là, les banques nous ont suivis. Forcément, on avait un track record, un premier restaurant et des fonds. Donc, deuxième restaurant. Donc là, on a ouvert Victoire. Là, petit aparté, on a mis du temps, nous, à ouvrir, ensuite à développer, parce qu'on a dû vraiment bosser notre business model pendant longtemps pour arriver à garantir ce 100% bio à prix accessible. Donc, ça nous a pris de 2013 à 2017. Et en 2017, on a décidé de vraiment lancer notre vrai développement. Et c'est là où on a créé la tête de réseau autre. Et là, on a eu besoin de financement pour financer la tête de réseau et les prochaines ouvertures, puisque nos 2 premiers restaurants généraient, mais ils généraient suffisamment pour juste tenir notre tête de réseau, nos salaires, nos opérationnels. Et donc là, on a fait une levée de fonds auprès de Biocop. Donc là, on allait chercher un industriel du secteur, donc Biocop, qui fait beaucoup d'investissements en amont de sa filière, mais peu en aval, et ils avaient envie à l'époque de diversifier auprès d'entreprises qui partageaient leurs valeurs. Donc on a levé 1 million d'euros. Donc ça, c'est la première chose, c'est que pour aller chercher des fonds, on peut faire appel à DBA comme Amaury, on peut faire appel à des fonds d'investissement, mais on peut aussi faire appel à des gens du secteur. Ce qu'on appelle communément des industriels, c'est un terme qui veut dire en gros les gens les boîtes qui bossent dans votre secteur de près ou de loin. Donc là, à Biocop, c'était pas la restauration, mais c'était de la distribution. Et donc, ils nous ont amené 1 million d'euros. Donc, pareil, en termes ce que disait Amaury, pack d'actionnaires et autres, on avait affaire à des gens qui partageaient nos valeurs et avec qui on s'est extrêmement bien entendu, avec qui on s'entend toujours bien. Et donc, on a gardé aussi le lead. On a toujours voulu garder le lead. Donc, avec Anthony, on a gardé tout le pouvoir décisionnaire. Biocop nous l'a laissé bien volontiers. Et ça, c'était important pour nous aussi. Et donc là, il y a tellement de choses à dire, mais
ce qui est important au-delà du pacte et tout ça, c'est la valorisation, bien sûr, d'arriver à bien valoriser sa boîte. Et pour valoriser sa boîte correctement, quand vous faites une levée de fonds, ça va dépendre de sa maturité. Mais il faut parler de ce qui s'est passé, mais il faut surtout aussi parler du futur, faire des BP ambitieux mais réalistes pour arriver à valoriser le mieux possible et du coup moins se diluer possible. J'entends un BP, business plan, juste pour la... Business plan, pardon. Donc, plan d'affaires, qu'est-ce que vous allez faire dans les 3, 5 ans, qu'est-ce que le chiffre d'affaires vous allez faire, etc. Donc, évidemment, en fonction des secteurs, on fait plus ou moins rêver les investisseurs. Et là, c'est une question d'équilibre. Donc, nous, on a fait rentrer Biocop. Et ensuite, pour poursuivre ce besoin de financement, donc toujours pareil, pour ouvrir des restaurants et financer la tête de réseau, eh bien, on a fait appel en 2019 à Lita. Lita, c'est une plateforme de crowd equity, donc de financement participatif, mais en capital. Et donc, on a ouvert notre capital, en fait, à tout le monde, à l'épargnant, à n'importe qui, entre guillemets, avec un ticket d'entrée, je crois qu'à l'époque, on avait mis 100 euros. Donc, on pouvait prendre des billets de 100 jusqu'à, je crois que c'était 100 000 ou 200, enfin, il n'y a pas de limite haute. Et donc, ça, ces plateformes-là, nous, on a fait 4 levées de fonds avec Lita en tout, 2 en equity, 2 en obligation. D'ailleurs, je fais ma petite pub. On est en train de finaliser notre 4e levée de fonds avec Lita en ce moment. Vous pouvez aller sur la plateforme Lita. On est en train de lever des obligs à 10% par an. Et donc, ce qui est intéressant avec Lita, c'est même super intéressant, c'est que ça vient combler un trou dans la raquette pour moi. C'est que c'est du financement direct. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est l'épargnant qui investit directement dans l'économie réelle. Sans passer par des banques, des fonds d'invest, voilà, ça définanciarise un petit peu tout ça. Vous, en tant qu'épargnant, vous savez dans quelle boîte vous investissez. Lita, la petite spécificité de cette plateforme par rapport à d'autres, c'est qu'il n'y a que des boîtes à impact dedans, donc à impact sociétal, que ce soit environnemental, sociétal ou autre, de l'ESS ou etc. Vous avez des super boîtes qui sont dedans. Donc en gros, vous investissez dans une boîte vertueuse pour l'économie. Évidemment, c'est des investissements qui sont risqués, mais qui peuvent rapporter gros. Et il n'y a pas d'intermédiaire. Et pour les entrepreneurs, ce qui est top, c'est que si il faut avoir un minimum de track record quand même. Il faut montrer un peu un début d'une histoire un peu solide. Il faut aussi avoir du coup une boîte qui tournait vers l'impact. Mais derrière, vous pouvez avoir accès assez facilement à du financement directement auprès de vos clients, de vos partenaires, de vos salariés, pour ma part, de nos franchisés. Et en fait, ce qui est génial, c'est que ça solidifie votre écosystème, puisque vous faites participer votre écosystème à votre histoire. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire quand vous avez un partenaire qui a mis des billes dans votre boîte, en fait, pour dialoguer, pour négocier, enfin voilà, dans la relation, c'est génial. Et donc, nous, on aime beaucoup, beaucoup ce mode de financement Lita. Donc, ils font aussi des obligations, aussi des actions. Vous pouvez aussi lever en obligation. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Et donc, j'y arrive. Désolé, c'est un peu long, mais notre equity story, elle est super longue. C'est hyper intéressant. C'est une possibilité de financement, donc n'hésite pas. Et donc, nous, en fait, on est arrivé en 2023 à la rentabilité. C'est-à-dire qu'en 2023, on a fini l'année avec 22 restos, je crois. Et donc là, ça nous a permis de dégager 1 million d'euros d'EBITDA au global sur le groupe. Nous, on fait des restaurants qui font 1,2 million de chiffre d'affaires à peu près. Donc, on a fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires sous enseigne en 2023. Voilà. Et on arrive avec 1 million d'euros d'EBITDA en fin d'année. Et ça nous a ouvert pas mal de portes. Parce que dès que vous faites du profit global en restauration et surtout vous faites un EBITDA autour d'1 million, ce qui est déjà bien, tout en ayant une tête de réseau, etc., là, vous vous ouvrez à la fois à des fonds du style French Food Capital dont on parlait à Maury. Il y en a plein. Là, ils commencent à s'intéresser à vous. Et aussi, vous pouvez aller voir les banques en leur disant « Coucou, maintenant, je fais 1 million d'euros d'EBITDA. Regardez, je suis capable de rembourser une dette de développement. Est-ce que vous pouvez me faire une dette de développement ?» Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, en 2023, nous, on a pris une banque d'affaires. Enfin, c'était en 2022, du coup, qui s'appelle Chausson Finance. Donc, les banques d'affaires, c'est des intermédiaires. Ça n'a rien à voir avec des banques tout court. Hein. C'est des espèces d'agents immobiliers de la finance, si je vulgarise, qui va vous permettre d'aller lever des fonds. Donc, c'est pas obligatoire, mais c'est des gens qui vous apportent 2 choses. Ils vous apportent un réseau. Donc, ils connaissent les fonds de Food Capital. Donc, Amaury, par exemple, qui connaissait Plantier. Mais peut-être que vous n'êtes pas obligé de connaître tous les fonds de la place. Donc, il va vous apporter un réseau et il va vous apporter, il va vous marketer votre boîte. La banque d'affaires va marketer votre boîte. Ils vont arriver à attirer
en fait, les atouts, les avantages, ils vont vous aider à faire le BP, etc. Et donc, ils vont vous mettre en avant, mettre en lumière et savoir quoi dire à ces fonds qu'ils connaissent, avec qui ils ont déjà fait des deals par ailleurs. Ça coûte, ça va varier en fonction de votre ticket, c'est un coût, mais ça vous permet de mieux lever. Donc nous, on a fait appel à une boîte une banque d'affaires qui s'appelle Chausson. Petite chose à dire, c'est qu'avant de pouvoir bosser avec un leveur de fonds, donc une banque d'affaires, il faut arriver à la séduire et aussi à la pitcher elle-même. Il faut pitcher la banque d'affaires qui va se dire « Ah là, j'ai une bonne cible qui a des bonnes chances de lever des fonds ». Une fois que vous êtes arrivé à pitcher votre banque d'affaires et à avoir un deal avec elle, elle va ensuite vous permettre d'aller pitcher des fonds et vous accompagner donc dans ce roadshow, ce qu'on appelle, c'est la tournée des popotes, ce qu'a fait Amaury avec ses BA. Et nous, on est arrivé à faire ça, donc ça a duré, on a dealé avec Chausson Finance en septembre 2022, et puis on a levé des fonds en juillet 2023, ça a pris 9 mois, et on est arrivé à trouver 3 500 000 euros auprès, alors non pas d'un fonds d'investissement, mais d'une boîte qui s'appelle Financière Fonds Privés, FFP. En fait, c'est un peu comme l'ITA, c'est un intermédiaire, mais qui s'adresse qu'à des BA, qu'à des anciens entrepreneurs fortunés qui mettent des gros tickets. Le ticket d'entrée, je crois qu'il a 300 000 euros, pas moins. Mais en fait, ce n'est pas un fonds d'investissement, c'est juste une boîte intermédiaire qui lève des fonds auprès de BA. Donc, c'est ce qu'on a trouvé. Et on est arrivé à lever nos 3 500 000 euros qui vont nous permettre toujours, pareil, de développer des restaurants. Et la dernière chose, c'est qu'une fois qu'on avait tous ces fonds propres, quand vous, dans votre bilan, vous avez plus de fonds propres, en fait, vous avez un effet de levier bancaire que vous pouvez activer et donc lever de la dette, sachant que vous avez un EBITDA positif auprès de la banque. Et là, vous allez voir les banques. Et on est arrivé à décrocher 500 000 euros, c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal, de financement bancaire dédié au développement. Donc dédié à financer, non pas des machines et des travaux, mais du développement, c'est-à-dire des investissements de développement en IT, pour la marque, en communication, etc. Pour encore plus booster la marque. Voilà. Désolé, c'était un peu long, mais il fallait que je fasse le tour. Non, ça a fait le tour de pas mal de méthodes de financement. Donc, merci Louis pour ce retour d'expérience. Amaury parlait de PGE. Toi, tu n'y as pas eu recours? Ah oui, pardon, j'ai oublié les PGE. Si, à fond. Ouais. Alors nous, quand le Covid est arrivé, je me rappelle très bien, pour moi, j'ai tout gelé. C'est-à-dire, il n'y a plus de chiffre d'affaires, et il n'y a plus de charges. C'est-à-dire qu'on a tout arrêté de payer direct. Pour pas, voilà, dès que tout a fermé. Et dès qu'on a vu effectivement les PGE, j'ai pris tout ce que je pouvais prendre. Parce qu'en fait, ce qui est génial avec le PGE, c'est que c'est des prêts, c'était quasiment à prix coûtant. Enfin, c'était à 1% de taux d'intérêt, même un peu moins. C'était 0 PGE, un peu moins, sur nos différentes structures. Et qu'on est en train toujours de rembourser. On n'a pas tout remboursé, mais on rembourse au fur et à mesure. Alors c'est sûr, comme dit Amaury, attention à la dette, attention à l'accumulation de dette, par rapport à vos fonds propres. Il faut avoir un ratio fonds propres dette quand même. En général, on ne prend pas plus de dette que ses fonds propres. En restauration, on peut faire un peu plus, mais il faut faire attention parce que sinon, on ne vous prête plus. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la banque va vous dire « Oh, calmos, si vous voulez vous développer, il faut d'autres fonds propres parce que nous, là, vous avez trop de dettes. » Et le deuxième ratio où il faut faire gaffe, surtout avec le PGE et tout, c'est votre dette par rapport à votre EBITDA, c'est-à-dire votre capacité de remboursement de dette. En restauration, les dettes, elles sont communément sur 7 ans. Parce qu'on dit que, grosso modo, c'est l'amortissement moyen d'un restaurant, ce qui n'est pas complètement vrai, parce que nous, nos restaurants, les amortit plutôt sur 10-12 ans. Mais bon, vous remboursez sur 7 ans, donc vous êtes capable de cracher suffisamment d'EBITDA pour rembourser votre dette sur 7 ans. Et quand vous développez un réseau, en fait, la dette, ce qu'on appelle le service de la dette annuel, faut être capable de l'encaisser. Donc si vous surendettez, après vous étouffez, non pas parce que votre boîte ne marche pas bien, mais parce qu'en fait, vous devez rembourser trop de dettes. Et ce n'est pas forcément aménageable comme ça, la dette. Donc voilà, donc faire attention, PGE, là ce qui se passe en ce moment, c'est que beaucoup de boîtes ont pris des PGE, qui ont ajouté ça avec leur dette structurelle, et là ils se retrouvent 2-3 ans plus tard, où c'est pas non plus la folie cette année dans la restauration, pris à la gorge, parce que PGE plus dette à rembourser, quoi. Voilà. Ok, super. Amaury, pour revenir sur Louis a parlé de potentiel de recrutement grâce à ces fonds levés. Est-ce que toi, c'était un objectif en plus du développement? Est-ce que tu as pu justement t'as pu recruter, structurer tes équipes sièges pour entamer ce développement? Oui, ce qu'il a dit est effectivement juste. La tête de siège est essentielle et il faut qu'elle soit
suffisamment, alors grosse par rapport à une taille normale, mais suffisamment importante pour pouvoir développer. Donc nous, on a pris un manager réseau, on a pris un chef exécutif qui commençait à compiler les cartes des différents restaurants. On a pris une personne au marketing et on a pris un alternant. Et donc effectivement, il fallait absolument avoir du monde pour pouvoir avoir ces perspectives de développement. Et donc oui, c'est essentiel. Et au début, le ratio poids-siège, chiffre d'affaires doit être en réalité ce que veulent les investisseurs. Ils veulent un poids-siège autour de 10%. 10-15%, c'est top. Et nous, l'année dernière, on était un peu supérieur. Et ce qu'on se disait dans tous les cas, c'est-à-dire que enfin, on va dire sur les 2 prochaines années, on n'a pas forcément de vocation à recruter beaucoup plus au siège. Et donc, du coup, que ce ratio allait le plus rapidement possible, la target, c'était d'atteindre ces 10%. Et ça, c'est ce qu'on voit dans les grands groupes de restauration, c'est ce qu'on peut voir chez Paris Society, c'est ce qu'on peut voir dans des grands groupes. Et c'est important d'être sur ce 10%, de ne pas vouloir trop recruter, parce que sinon, vous avez des charges de siège qui sont hyper importantes. Je discutais la semaine dernière, on a rencontré le patron du Perchoir, qui avait une saisonnalité très importante sur ses restaurants, donc il cartonnait l'été en faisant gros chiffre d'affaires, et il n'avait pas de diminution de son poids-siège l'hiver, et du coup, il avait beaucoup moins d'entrée de chiffre d'affaires, et donc du coup, c'était plus compliqué. Et Louis signalait aussi quelque chose d'important, c'est-à-dire que globalement, l'année a été compliquée, et il ne faut pas hésiter de temps en temps à vouloir cutter et reprendre un peu plus de fonctions opérationnelles plutôt qu'à vouloir surstaffer. Et il y a beaucoup de boîtes dans la restauration qui sont surstaffées sur le floor, donc, et surstaffées aussi en interne. Et donc là, les compétences, il faut bien jauger et surtout bien recruter. Mais voilà. Mais en fait, effectivement, là où je te rejoins, Sybille, c'est que nous, en tout cas, on a eu besoin un petit peu, on va dire, sur les 8-9 premiers mois, d'avoir un peu de staff qu'on n'aurait pas eu si on n'avait pas, bien évidemment, levé. Voilà. Mais effectivement, Ok, en fait, super intéressant. effectivement, il y a plusieurs stratégies possibles, hein. On peut avoir un développement beaucoup plus lent en faisant comment on va dire, en bootstrapant, quoi. En gros, sans forcément se financer. Et au fur et à mesure qu'on a de l'EBITDA dans les restos, on staff. Mais c'est plus lent, c'est pas impossible et c'est assez sain. Soit on veut accélérer, on arrive à lever des fonds. Et là, on a du cash à cramer, entre guillemets, pour accélérer le développement jusqu'à atteindre un équilibre. Mais faut-il encore l'atteindre? Et comme dit Maurice, ce qui est compliqué, c'est quand on met un peu la charrue avant les bœufs, on sent qu'on est bien, c'est comme ça, on embauche, et puis hop, les restaurants ont une baisse des bidas, et là, du coup, en fait, vous cramez plus que vous avez prévu parce que vous êtes surstaffé en tête de réseau. Donc, toute une question effectivement de mesure, et je reviens sur les 10% d'Amoris, c'est une data assez importante qu'on retrouve dans beaucoup de réseaux. Donc à terme, effectivement, atteindre 10% au moins de chiffre d'affaires du réseau, de restaurants propres. Faut que votre tête de réseau coûte 10% maximum. Alors, à part, nous, au début, dans la phase de développement, elle coûtait bien plus que 10%. Là, on les atteint maintenant. Mais au début, quand vous vous financez, vous pouvez développer. Si vous voulez accélérer, vous pouvez augmenter sous taux, dépasser sous taux. Pardon. Et les investisseurs dans la restauration sont hyper regardants sur ce que disait Louis tout à l'heure, c'est les bidas, hein, c'est les bénéfices avant les intérêts. Et c'est crucial. Et c'est crucial cet EBITDA, contrairement à des boîtes dans la tech ou autres qui staffent énormément pour builder par exemple un produit et qui n'ont aucun ils en ont rien à faire entre guillemets de l'EBITDA. Post cette crise qu'on a vécue avec l'effondrement des valorisations de boîtes tech et autres, aujourd'hui, même les investisseurs dans la tech, avant les boîtes levées sur des valorisations qui étaient délirantes, à des multiples de 20, 25, 30. Nous, dans la restauration, les multiples, ils sont entre 7 et 10. Si vous êtes au-dessus de 10, c'est waouh. Bon, là, il y a quelques semaines, le groupe Loulou, qui est le groupe de Gilles Malafosse, avec 4 restaurants faisant 4 millions d'euros d'EBITDA, a réussi à vendre pour 90 millions d'euros à Barrière. C'est des multiples à 22 ou 23. Paris Society avait tradé à des niveaux d'EBITDA qui sont autour de 15. Bon, ça, en réalité, ça n'existe pas. Les multiples sont entre 7 et 10. Et nous, en tout cas, des business angels dans la restauration, comprennent très vite le modèle et sont très exigeants sur ce qu'on doit générer et pas avoir, évidemment, un poids siège trop important. Voilà. Après, il y a des métriques, nous, dans la restauration qui sont hyper importantes. La masse salariale,
Food and Beverage Cost, et bien évidemment, la partie loyer qui est important et qui doit avoir un poids sur le chiffre d'affaires qui doit être cohérent. Voilà. Et j'imagine que ces 10%, pour terminer sur ce sujet, varient aussi en fonction de la proportion de succursales franchise. En fait, c'est 10%, justement, c'est pour ça que je précisais, c'est 10% du chiffre d'affaires de votre groupe. C'est-à-dire que ce n'est pas 10% du réseau global, parce que quand tu es en franchise, ça dépend de ta redevance, mais nous, on est par exemple à 5,75 comme compris. Il ne faut pas que ta tête de réseau pèse 10% du chiffre d'affaires du franchisé. Donc, elle pèse 10% de ta redevance, plus, là, c'est des commerces hybrides. Hein. Nous, on a deux métiers, en fait. On a le métier de franchiseur, plus le métier de restaurateur. Et donc, nous, on fait un chiffre d'affaires conso, mais groupe. Et donc, notre tête de réseau pèse 10% de ce chiffre d'affaires groupe. Mais évidemment, elle pèse beaucoup moins par rapport au chiffre d'affaires global, au volume d'affaires global du réseau. Sinon, ça ne marche pas. Ok, merci beaucoup. Du coup, au niveau du chemin vers cette levée de fonds, Amaury, tu as parlé de résilience. Je pense que c'est un excellent mot, un excellent terme pour définir cette recherche. Combien de temps à peu près ça vous a pris? Peut-être Amaury, si tu veux commencer. Et quelles sont les grandes difficultés que tu as pu rencontrer, donc notamment la taille du réseau face à des investisseurs qui cherchent plus gros. Donc, Louis disait sur sa dernière levée qu'il a pris 9 mois. Je pense qu'on a quasiment pris à peu près le même temps. Bon, lui, c'était une banque d'affaires. Donc c'est très juste ce qu'il a dit. C'est qu'arrivé à une certaine taille de réseau, quand tu commences à faire 800, 900, plus d'1 million d'euros d'EBITDA, tu tournes vers une banque d'affaires qui t'aide à aller voir les bons investisseurs. Nous, on avait pas mal de réseaux déjà avec Thomas. On connaissait pas mal de gens de la food. Et on s'est dit que ce serait intelligent d'aller les pitcher. Et vraiment avoir ce smart money de se dire, si je vais targeter lui pour qu'il puisse me donner un peu de cash, mais s'il y a une opportunité de développement, on la saisira. Je donne l'exemple souvent de Frédéric Merlin qui est dans le retail, qui a racheté une partie des Galeries Lafayette et qui a racheté l'actif du BHV et qui avait racheté effectivement des Galeries Lafayette en province. On s'est dit, s'il y a l'opportunité un jour d'avoir quelque chose, on a un intérêt, même si c'est du retail, d'aller le pitcher et peut-être qu'il pourra investir une petite partie. Ça, c'est important. On a pris un ancien DG France de Pizza Hut également pour nous apporter vraiment du conseil. Et en tout cas, il ne faut pas prendre le cash simplement comme ça, mais il faut essayer d'avoir la vision de se dire, OK, qu'est-ce qu'ils peuvent réellement m'apporter ? Certains sont très passifs, hein, on appelle ça des investisseurs plutôt sleeping. D'autres nous apportent des conseils. Il ne faut pas hésiter parce qu'ils sont tous souvent la tête dans le guidon aussi de leur côté. Si on a des questions à leur poser ou des intros à leur demander, le faire. Mais nous, en tout cas, le roadshow a été compliqué parce qu'on était, comme je le disais tout à l'heure, dans une période qui était dure. Donc, tu te prends beaucoup de portes avant qu'on te dise oui. Le ratio, réellement, c'est tu pitches 10 personnes, enfin, tu envoies un mail à 10 personnes, tu en as probablement 3 qui te répondent et si tu es fort, tu en as un qui te dit, un qui te dit oui. Donc, il faut être hyper résilient. Il faut prendre son temps, il faut y aller de manière méthodologique. Il faut bien évidemment montrer que tu n'es pas stressé par le cash parce que sinon, concrètement, tu as toujours plus de force à te dire que tu es rentable à peu près. Tu brûles un petit peu, mais ce n'est pas dramatique et tu as tes perspectives de développement. Mais nous, aujourd'hui, on a de la bienveillance. Alors, quand tu es encore jeune, ce qui est top aussi en termes de maturité de boîte, c'est que ça t'apporte de la structure parce que les investisseurs te demandent des reportings. Donc, ça t'oblige à faire des comptes de résultats, des PNL par entité, ce qu'on ne faisait pas au tout début de l'activité, pour leur donner de manière concise ce qu'on fait et ce qu'on génère. Et donc, c'est hyper important. Alors, nous, en plus de ça, on les connaît de manière aussi sur certains très personnellement. Donc, on se doit d'être encore plus vigilant. Tu vois, et ça c'est hyper important. Mais en tout cas, nous, ça nous a vraiment apporté de la rigueur, ça nous a apporté du conseil. Et certaines fois, j'ai envie de te dire, ce qui est cool aussi, c'est que tu n'as pas plus que ça la pression. Je pense que Louis disait, c'est hyper important de garder vraiment l'esprit décisionnaire. C'est-à-dire que tu avances. Alors, il ne faut pas avancer franchement la tête dans le guidon. C'est bien aussi de temps en temps d'avoir un retour d'expérience sur eux, ce qu'ils ont vécu. Ça peut t'aider de temps en temps.
par exemple, nous, 80% de nos investisseurs ne croyaient pas à notre potentiel d'aller au BHV cet été. Mais ils nous ont dit, allez-y. On y est allé finalement et on a surperformé, contrairement à plein de restos où l'activité était down liée au JO et au fait que les Parisiens soient partis très tôt et que Paris a été très difficile d'accès pendant cette période-là, et une météo qui plus est qui a été catastrophique cet été. Mais en tout cas, ça nous a sauvé aussi la mise de cet été versus des restaurants qui pouvaient être à moins 25, moins 30 par rapport à l'année dernière. Donc, il ne faut pas toujours tout écouter, mais en tout cas, ça nous permet d'avoir vraiment une big picture et du conseil. Et je pense que c'est beaucoup moins de rigidité d'avoir des business angels bienveillants que d'avoir des fonds. Alors, à certains stades de maturité, parce qu'à un moment donné, tu es effectivement obligé d'aller chercher des plus gros, à moins d'avoir un business angel qui est capable de mettre 2, 3, 4, 5, 6 millions d'euros en perso. En réalité, ça n'existe que très peu. C'est plus trop un business angel, du coup. Voilà, mon ancien associé avait réussi à lever 10 millions auprès de business angels, mais il y a 150 business angels. Donc, avec des tickets, voilà. Mais en réalité, ça ne se fait plus. Les tickets que tu vas chercher au démarrage, quand tu vas voir un business angel, c'est de lui dire, voilà, moi, mon minimum, c'est 20 000 euros. Et puis après, tu peux avoir des business angels qui peuvent te mettre des tickets un peu plus importants, 100, 150, 200. Mais voilà. Et donc, le plus dur, juste pour retenir, ça c'est hyper important, en fait, c'est tout un jeu de séduction. Et en réalité, si tu as des noms qui sont connus dans le milieu, entre guillemets, ou des noms qui font référence, et tu dis, lui, à commit, donc c'est-à-dire s'est engagé à mettre chez moi, les 2, 3, 4, on va dire le 50%, c'est le plus difficile, c'est le démarrage. Parce qu'au début, ils te disent, ouais, mais du coup, qui est chez toi pour l'instant? Bah non, mais personne. Ah ouais, ok, mais bon, voilà. Et donc, du coup, il ne répond pas forcément. Donc, c'est important de dire, lui a commit, lui s'est engagé. Et en fait, la fin est hyper rapide, mais le début, l'amorçage est très dur parce qu'au début, tu n'as personne. Et souvent, ce qui est top, c'est de ne pas hésiter à demander à un business angel s'il connaît quelqu'un sur lequel il est capable d'aller chercher de l'argent. Et nous, on a fonctionné énormément comme ça. On a un business angel, donc sur 11 ou 12, qui nous a ramené 4 personnes. Et on n'imaginait pas du tout ces personnes. Donc, il a fait suivre aussi un petit réseau à côté. Et donc, le réseau à côté, c'était très simple. C'est-à-dire que lui y allait. Donc, du coup, les autres avaient forcément confiance. Et voilà. Et ça, on ne l'avait pas du tout imaginé au départ. Et voilà. Après, il faut que l'entente soit globale et il faut bien évidemment pas trop en avoir parce qu'après, il peut y avoir des différences. Donc, nous, pour la faire simple, on a une holding dans lequel on a 2 investisseurs qui sont rentrés directement dans la holding pour des raisons fiscales parce qu'ils étaient à l'étranger, notamment à Londres. Donc, il fallait qu'ils aient des parts de détention directement dans la holding. Et sinon, on a créé ce qu'on appelle un SPV, c'est un véhicule d'investissement dans lequel on a regroupé les autres investisseurs. Et donc, du coup, calqué sur notre pacte d'actionnaires pour que ce soit plus simple. Voilà, comme ça, il n'y a pas de… En fait, si tu veux, on en parlera après, mais après, il y a ce qu'on appelle les horizons de liquidité. C'est quand est-ce que ces gens, tu peux les faire sortir. À combien de temps? Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils te demandent. Ils te disent, nous, super, on est chaud, on veut investir chez toi. Maintenant, c'est quoi l'horizon de sortie? Et à quel multiple tu nous fais sortir? Voilà. Ok, super intéressant. Donc, une bonne relation avec tes investisseurs, tu bénéficies de conseils. Toi, Louis, de ton côté, comment ça se passe? Est-ce que tu as des conseils aussi à donner aux restaurateurs qui nous écoutent? C'est hyper intéressant tout ça. Alors moi, du coup, vu que j'ai pas mal de typologies d'investisseurs, ça va être des relations différentes. Déjà, j'ai mes proches. Et Amaury, je disait qu'il y avait une histoire de pression. Alors, c'est sûr que les proches, à la fois, c'est super cool parce que c'est tes proches et du coup, c'est chouette, ils sont cool avec toi. Et en même temps, c'est tes proches. Donc, si tu leur fais perdre leur oseille, t'es pas très content. Donc, quand tu fais rentrer des proches, je pense que c'est hyper important d'être très clair avec eux en disant ton argent, tu vas peut-être le perdre. Et genre, est-ce que tu le mets toujours? Et cette discussion, elle est super importante pour que toi, quand tu te lèves le matin, tu te dises, ok, tu sois un peu plus serein. Parce que si ton frère, il perd 100 000 euros à cause de toi, il faut que ce soit clair entre toi et ton frangin, quoi. Donc ça, moi, j'ai toujours fait super gaffe à ça. C'est, ok, tu mets chez moi, c'est super cool, mais voilà. La deuxième chose, c'est attention, avoir des amis qui sont aussi bienveillants. Quand tu fais un business où tout le monde peut donner son avis, comme la restauration, en fait, quand tu fais un dîner entre potes, et là, le gars, il va dire, ah, je suis allé chez Bleu Burger l'autre fois, putain, mon rustique, il était pas top. Enfin voilà, faut avoir des potes quand même qui sont pas relous parce que sinon, ils investissent chez toi, tu te retrouves à un dîner entre potes, en fait, tu te retrouves avec des investisseurs qui te mettent la pression. Donc moi, c'est pas du tout mon cas. Heureusement, j'ai des potes qui sont très très cool.
etc. Mais il faut juste avoir conscience de ça quand tu fais rentrer tes amis. L'avantage, c'est l'horizon de liquidité. Nous, que ce soit pour le Love Money, pour Biocop et même pour l'ITA, on n'a pas d'horizon de liquidité engageant. Et ça, c'est génial parce que du coup, tu rentres, mais tu sortiras quand tu sortiras, quoi. Moi, j'ai mes potes, ils ont mis en 2013, hein. On est en 2024, ils n'ont pas sorti, ils n'ont pas touché un copec de dividendes. Pourtant, ils ne disent rien parce qu'ils voient que ça se développe, ils voient, etc. Donc, en fait, ça, c'est chouette. C'est assez flexible et ça fait descendre la pression. Biocop, ils sont rentrés aussi à la base, ils ne nous ont pas mis du tout de contraintes là-dessus parce que c'était un investissement stratégique. Il se trouve, et j'ai oublié de le dire, que FFP a racheté Biocop. Donc ils sont sortis. En fait, ils sont sortis au bout de 4-5 ans, sans avoir d'horizon de liquidité contraignante. Ça s'est fait naturellement. Et l'ITA, j'ai dû le négocier. Sur l'ITA, j'ai une fenêtre de liquidité, mais qui n'est pas contraignante au bout de 7 ans. Mais en fait, j'ai vu que la plateforme est bienveillante, ça dépend des deals, mais j'ai réussi à obtenir qu'il n'y ait pas de fenêtre de liquidité. En revanche, on en a une avec FFP. Et donc, ça nécessite effectivement la fenêtre de liquidité. Faire attention parce que c'est un engagement. Et si vous n'arrivez pas à faire sortir vos investisseurs dans la fenêtre, en règle générale, le pacte dit l'investisseur, il nomme une banque d'affaires. Et s'il faut qu'ils vendent toute la boîte pour faire sortir tout le monde, ils vendent toute la boîte. Donc ça, c'est quelque chose, c'est très usuel, hein, mais il faut savoir à quoi on s'engage, quoi. Voilà, donc la fenêtre de liquidité. Donc c'est cool pour tout ce qui est Love Money, l'ITA ou autre, c'est un peu plus flex là-dessus. Pour revenir à relation investisseur, donc Biocop, bon, ils sont sortis, mais on a une relation très particulière parce que ce sont des gens, encore une fois, qui faisaient un métier de commerce aussi, donc beaucoup d'échanges sur plein de sujets, donc des emplacements ou autres. Alors, ils étaient très gros, on était très petits, ils faisaient de l'épicerie, on faisait de la restauration, donc il y a quand même des différences. Mais sur la bio, sur l'amont, etc., on a pu vachement échanger. Donc là, clairement, un apport de réseau et de pas mal de choses au-delà de l'argent. Donc hyper intéressant. L'ITA, la relation, en fait, j'ai 700 investisseurs l'ITA, mon capital. Donc, pas beaucoup de relations perso avec mes 700 investisseurs. Il y en a certains, évidemment, plus que d'autres. Il y a des gros, etc. Donc, il y en a certains que je vois, je fais des déj ou autres. Par contre, on est bien accompagné. Moi, je discute beaucoup avec Julien, qui est le boss de l'ITA et qui siège à mon board. Et donc là, on a des discussions d'entrepreneurs à entrepreneurs qui peuvent être très intéressantes, surtout dans le monde du financement. Il m'aiguille beaucoup dans le monde du financement. Pareil, comme Biocop, entreprise à mission, etc. Donc, même valeur, bienveillance et tout. Donc, on est dans un monde assez particulier, hein, la bio et tout, ce monde de gens qui font du business, mais qui le font avec des vraies valeurs profondes. Donc, on se retrouve pas mal, c'est pas mal de sujets, quoi. C'est tout ce monde de l'ESS. Et ensuite, FFP, alors là, pour le coup, ça rejoint aussi ce que disait Amaury. Non pas que Biocop et l'ITA l'avaient pas demandé, mais là, on est arrivé aussi à grandir encore sur les exigences de reporting. Et ça permet de structurer la boîte. Ça, c'est vraiment l'avantage plutôt de quelque chose d'un peu plus institutionnel. C'est qu'ils vont tout de suite vous demander quand même des choses un peu plus carrées. Et ça vous pousse à améliorer encore vos datas. Et du coup, ça vous pousse à avoir une meilleure vision de votre business, en fait. Et alors, on peut le faire tout seul. On n'a pas besoin d'un fonds d'investissement qui vous pousse au cul pour le faire. Mais c'est sûr que voilà, ça met vraiment des obligations en face. Et donc, vous avez des jolis reportings. Et là, ce qui est pas mal avec FFP, c'est qu'on a accès derrière à des anciens entrepreneurs qui ont vendu souvent. Et donc là, il y a des discussions intéressantes autour de déjeuner sur leur expérience. Je reviens sur un truc qu'on n'a pas dit. Je vois qu'Amaury, on sent qu'il a un beau réseau dans le monde de la food. Il a l'air de connaître pas mal d'entrepreneurs. C'était peut-être moins notre cas avec Anthony. Et je pense que dans certains cas, la banque d'affaires, si tant est qu'on arrive à convaincre une banque d'affaires, peut vraiment aider les entrepreneurs qui n'ont pas forcément ce réseau-là à en trouver un plus facilement. Vraiment, je reviens, je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais on voit qu'Amaury, il arrive à trouver lui-même des BA, ce qui ne peut pas forcément être le cas de tout le monde, à part si on va gratter, si on va effectivement dans des... Enfin, il faut aller le chercher, il faut le faire. Mais aussi, la banque d'affaires permet également d'aller accéder à ce réseau. Il y a différentes façons de faire. C'est sûr que ça coûte moins cher de le faire soi-même, puisque vous épargnez le coût de la banque d'affaires. Voilà. Je vois le temps qui passe. J'avais une dernière question quand même. Je voulais évoquer
le cas, on le connaît tous, de Big Mama, qui est quand même assez intéressant, qui a du coup levé des fonds auprès d'un fonds d'investissement dédié à la restauration, qui a bénéficié de ses conseils, de son financement, et finalement a été racheté par ce fonds. Est-ce que vous avez cette volonté à terme de tous ces financements d'être rachetés, ou est-ce que c'est pour la passion, pour le développement? Quelles sont vos perspectives dans l'avancée de vos entreprises? Pardon. Amaury, peut-être? Il y a clairement dans mon pacte une horizon de liquidité pour mes investisseurs qui sont pas là pour, entre guillemets, cueillir des fleurs. Ils l'ont bien fait comprendre. Donc, non, mais c'est sain et ça met la pression. Alors, je ne mets pas la pression accélérée très fort, mais quand même, sans faire de bêtises. Donc, oui, nous, alors, première étape, c'est faire sortir les investisseurs d'ici à 2027, je crois. Bien évidemment, si on peut sortir, nous, une petite partie à ce moment-là, ça peut être également intéressant. Dans tous les cas, même si un fonds rentre majoritaire, ou si vous trouvez d'autres mécanismes type LBO et autres, vous êtes sur un format où vous restez en tant que fondateur. Donc, est-ce que c'est céder 50% de ses actions en général? Aussi, c'est ce qu'il faut voir en tant qu'entrepreneur, c'est que vous ne vous payez pas forcément bien les premières années, contrairement à vos copains et copines qui sont dans des boîtes et qui ont une récurrence sur leur salaire, puisque vous facturez potentiellement à votre société. Du coup, vous n'êtes pas trop pour des crédits en perso, etc. C'est bien évidemment plus compliqué. Donc, vous n'avez pas une situation économique hyper stable en perso, en tout cas nous aujourd'hui. Donc, vous vous rémunérez. On commence à bien se rémunérer, mais au début, vous ne vous rémunérez pas forcément bien du tout. Donc ça, c'est important. Et c'est de se dire, le fruit de mon travail de 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans ou 10 ans, c'est peut-être de se dire, à un moment donné, je peux céder 50% de mon capital, je reste actif dans la société. Et voilà, et c'est là où vous tirez en fait votre épingle du jeu à prendre à la fin ou au milieu de l'aventure, peu importe, un peu de cash. Ça ne veut pas dire que forcément vous sortez. Voilà. Après, les concepts, faut aussi voir il faut aussi voir en face. Les concepts de restauration deviennent très vite obsolètes. Donc Louis, ça fait depuis longtemps maintenant, 2011, qu'il exploite et qu'il y arrive et qu'il est sûrement passé par plein de phases. C'est dur, mais en réalité, il y a des concepts qui durent 5-6 ans. On se rend compte, nous, de plus en plus qu'on essaye de bâtir quelque chose sur l'avenir et sur une boîte qui peut durer 10-15 ans. Mais Big Mama a été effectivement précurseur là-dessus. Ils ont encore énormément de monde dans leur... Victor était venu nous voir à Terrazza parce qu'on bosse avec Sunday et il est quasiment flat sur ses restos. Il fait toujours plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de couverts par jour, ce qui est extraordinaire. Mais en réalité, les concepts aussi peuvent s'essouffler. Si vous ne faites pas de travaux pour donner un petit coup de frais à vos restos, ou si vous ne pivotez pas dans votre concept en fonction de ce qui se passe dans l'actualité, ça peut très vite devenir obsolète. Donc, si vous avez une potentielle horizon de liquidité pour vos investisseurs qui ont cru en vous dès le début, au stade 1 ou 2 de l'aventure, dans les premières années, et que vous pouvez sortir une partie, en tout cas, nous, c'est clairement notre objectif. Voilà. Ok. Et toi, Louis? Il nous reste 5 minutes, donc après, j'amorcerai la conclusion. Ça marche. C'est hyper intéressant ce qu'a dit Amaury, j'ai essayé d'être rapide. C'est hyper intéressant ce qu'il a dit sur l'obsolescence des concepts. On constate énormément durant les dernières années. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a toujours quelqu'un pour acheter un concept qui va être obsolète juste après. Ça peut se poser des questions. Nous, on a clairement toujours créé BioBurger sur un concept qui dure le plus longtemps possible. Enfin, clairement, mon objectif, c'est que je vende ou que je ne vende pas. En fait, j'ai envie que ça dure. Nous, on va faire comme McDo, quoi. McDo, pour nous, c'est l'exemple du concept qui est là depuis 40 ans en France et qui n'est pas obsolète parce qu'en fait, il se renouvelle tout le temps. Donc là, il galère comme tout le monde cette année, mais en fait, c'est tellement puissant. Et on aimerait bien, même si on est monoproduit, arriver à inscrire BioBurger dans la durée, quoi. C'est hyper important. On estime qu'on a cette petite mission de développer la bio et tout. On y croit énormément. Donc, en fait, ce qu'on s'est toujours dit avec Anthony, c'est avec ou sans nous, en fait, BioBurger, il faut que ça continue le plus longtemps possible. Pour nos cas perso, en fait, moi j'ai fait un petit cash-out l'année dernière quand FFP est rentré. Donc, j'ai pu réaliser un tout
toute petite partie, c'était vraiment pas grand-chose, mais un petit peu de mon travail. Mais maintenant, franchement, l'idée, c'est on verra. En fait, on a toujours dit ça. Ça dépend des opportunités, du mood et aussi de votre vie perso, en fait. Moi, j'ai pas monté le burger pour revendre, en tout cas. Mais disons que si jamais en vie perso, bah voilà, tu as envie de te reposer, tu as envie de faire autre chose ou quoi, bah, tu as une opportunité, tu vends, bah ok. Mais en fait, ça se trouve, on fera toute notre vie dans BioBurger parce qu'en fait, la mission, elle nous plaît, qu'on s'éclate avec notre staff, etc. Donc, j'ai envie de dire à l'opportunité. Nous, FFP va sortir entre 2027 et 2029. On verra. Pour l'instant, c'est pas du tout prévu qu'on sorte. Voilà. Par contre, j'aimerais bien vraiment que BioBurger arrive à s'inscrire dans la durée et ne périclite pas, effectivement, comme franchement 90% des concepts au bout de 5, 10, 15 ans. Quoi. Ce serait cool qu'on arrive à durer et ce serait vraiment, vraiment génial. Quoi. Voilà. Ok, et ben, on vous le souhaite. Et du coup, si vous souhaitez, peut-être à Maurice, tu souhaites en une phrase conclure sur ce sujet et Louis par la suite, avec des petites actus si vous en avez, bien sûr. Écoute, donc nous, on ouvre un nouveau restaurant d'ici 3 semaines, rue du Faubourg-Poissonnière, qui sera notre format 2.0. Qui est le format qu'on a retwisté. On dit souvent qu'on veut devenir le Big Mama sud-américain, alors non pas sur des surfaces de 600, 700, 800 mètres carrés ou 450, mais un peu plus petites, parce qu'on croit à ce format de restauration et on pense que dans notre secteur de food sud-américaine, il n'y a pas grand monde. Donc nous, on est focus là-dessus et on est focus aussi sur essayer de pérenniser les actifs qu'on a l'été, trouver des formats de terrasse un peu plus avec les contraintes qu'on connaît de chauffage dans les terrasses, d'astreinte avec la partie dépôt de dossier en mairie, etc., pour avoir des formats aussi qui ne durent pas que l'été, qui cartonnent l'été, mais moins l'hiver. Donc, on est plutôt sur une consolidation de nos actifs, toujours rester hyper éveillé à trouver des opportunités, tu vois. Donc ça c'est hyper important. Non, écoute, moi je suis très content d'avoir pu partager effectivement ma petite expérience, qui est effectivement moins importante que celle de Louis sur la structure de dette et de financement qu'il a pu avoir. Heureux d'avoir pu effectivement Xelti organise ça. C'est une très bonne opportunité, c'est une très bonne initiative, et content d'avoir pu écouter un peu plus l'histoire de Louis aussi, qui m'a permis aussi moi de prendre des notes et de voilà, toujours discuter avec des entrepreneurs dans la food. C'est toujours intéressant, qui plus est dans un secteur où c'est peut-être cool d'ouvrir des restos, ça fait peut-être rêver beaucoup de gens, mais la réalité est beaucoup plus difficile, parce qu'on est quand même dans des business qui sont très opérationnels, et quand tu veux scaler et développer, si tu sors pas de l'opérationnel et que tu continues, alors il y en a qui arrivent très bien encore, hein, mais à faire des services tous les midis et tous les soirs, bah, tu n'as soit plus de vie, soit tu n'es pas du tout efficace dans d'autres tâches. Donc il ne faut pas hésiter effectivement à déléguer, s'entourer. Laurent de Gourcuff de Paris Society dit souvent effectivement que c'est vraiment la force des gens qui sont à côté de toi qui font la différence, parce qu'en fait, tu as plein de concepts de foot qui sont bien, mais qui sont exécutés d'une manière... Enfin, l'exécution est primordiale, ça c'est sûr et certain, et ça se joue souvent à des micro-détails qui peut faire que tu bascules d'un côté ou de l'autre. Et il y a tellement d'histoires où tu vois des concepts incroyables et tu dis mais c'est hallucinant, et puis d'autres grandissent pas à pas et qui arrivent. Donc c'est vraiment la frontière, en tout cas en tant qu'entrepreneur, qui plus est dans le métier, qui est compliqué en ce moment. Parce que ça demande un investissement très fort. Ouais, il y a de plus en plus de concepts quand même, hein, à tout va. Et donc pour faire son petit trou, voilà, il faut se battre et toujours trouver des solutions et se réinventer. Voilà. Eh ben, bravo. Et Louis, je suis désolée, il te reste une minute. Ouais, bah, juste pour en dire très rapidement, c'est ce qu'a dit Amaury. En fait, moi, je reçois de plus en plus de pitch deck d'entrepreneurs qui ont pas monté leur resto et qui me vendent 10 restos en Europe ou 30 restos en Europe. Et en fait, nous, avec Anthony, on a galéré. Enfin, la restauration, c'est un métier difficile. Et si vous voulez en tout cas durer, c'est-à-dire en tout cas faire un concept qui passe les 3 ou les 5 ans et créer vraiment de la valeur pour la société, en fait, mais il faut se retrousser les manches, il faut aller bosser dans la cuisine pendant un moment déjà. Et faire ses preuves dans son premier bouclard, avec ce qu'on peut, avec des bouts de ficelle, avec vos potes, avec démerdez-vous, trouvez vos fonds, mais vous-même au début. Et ensuite, ok, là, vous pouvez envoyer des pitchs et des machins, des trucs, mais d'abord bosser et connaissez le métier avant de vouloir, comme un restaurant, en fait, c'est pas une start-up web. C'est ce que je voulais dire, c'est qu'on a l'impression que maintenant, la restauration, c'est des start-up tech. Mais non, c'est pas ça, en fait. C'est un putain de métier difficile et il faut juste être motivé et passionné au démarrage pour arriver à créer quelque chose, en tout cas, qui a de la valeur à long terme.
Voilà, donc faites gaffe à je vais créer un resto, j'envoie un pitch à tous les entrepreneurs, machin. Enfin, moi, quand je vois ça, je fous la poubelle directe. Voilà, Ouais. désolé, c'est un peu. Le mot d'ordre de la résilience, hein. La résilience, l'expérience. Ouais. Il faut vraiment. C'est les deux mots à retenir de ce super webinaire. Ouais. Mais voilà, tu avais un dernier mot à ajouter ou... Oui, pardon. Et donc, on ouvre un resto nous aujourd'hui, notre 27e à Orléans. Quand même, c'est cool. Et la deuxième chose, c'est qu'on lève des fonds sur l'ITA, évidemment, sur notre dernière truc oblique. J'ai déjà dit, hein, n'hésitez pas à aller sur lita.co. Levée de fonds obligataire, 10% par an. C'est chouette. Évidemment, c'est risqué, mais plus tellement vu la taille de la boîte. Et voilà, si vous voulez faire partie de l'aventure. Petite pub. Super. Eh ben, je pense qu'on aurait pu encore en parler 2 heures. Merci beaucoup pour votre participation, Amaury et Louis, c'était passionnant. Et hâte d'en entendre plus à l'occasion. Merci à tous pour votre participation et bonne journée. Merci. Merci, au revoir.